Eh bien, bonjour à tous. Je suis très très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Aventure Humaine. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier parce que j'ai retrouvé un très bon copain et qui se lance dans une super belle aventure. J'essaye de ne pas trop tout dire dès maintenant. Mais moi, je suis super émue déjà que tu sois là. On est deux. Ouais, donc je suis avec Julien Rimers. Et merci de prendre ce temps parce que je sais que tu cours après, surtout avec l'aventure dans laquelle tu te lances. Avant de te présenter, là tout de suite maintenant, météo du jour, morale, t'es comment ? Oh là, comment je suis ? Le soleil il est beau, la mer est belle, vivement que le vent se lève et qu'on se barre. Bon, bien évidemment, on va parler de la mer, puisque Julien se lance dans une très belle aventure de la route du Rhum. Aujourd'hui, toi, tu es chef d'entreprise. Avant d'être skipper, tu es chef d'entreprise d'une entreprise qui s'appelle Carbo Industrie. Tout à fait. Qui est basée et qui exploite le chantier naval de Saint-Malo, de la Passagère à Saint-Malo. Tu es aussi papa de 2 super garçons. Je dis ça parce qu'il y en a un qui est avec nous pendant cette belle discussion. Et je valide, alors c'est comme tous les gamins, ils sont un peu chiants mais ils sont adorables, je valide. Et tu es papa, tu es chef d'entreprise et tu es skipper, tu t'apprêtes à vivre une super belle aventure avec la course de la route du Rhum. C'est ça, tout à fait. J'ai la chance de participer à la prochaine route du Rhum, donc 2022, sous les couleurs de la Fédération de commerce du pays de Saint-Malo, qui porte le projet. Et ça va être une aventure très très intéressante. Alors c'est pas un projet sportif, c'est un projet humain et participatif, dans le sens où on veut effectivement faire partager cette route du Rhum aux gens. On s'aperçoit depuis quelques années que beaucoup de gens suivent Virtual Regatta et des choses comme ça. Et aujourd'hui, l'idée c'est de les intégrer à l'intérieur via une communication, parce qu'effectivement... Comme c'est pas un projet sportif, je vais pouvoir prendre du temps que je n'ai pas ici, mais que j'aurai en mer, pour pouvoir faire partager les émotions et choses là que les skippers actuels ne font pas, parce qu'ils sont sur leur course et ils sont payés pour ça. Donc c'est normal. Là, c'est vraiment vous faire vivre de l'intérieur ce que j'aurai la chance de pouvoir vivre en direct. Voilà, déjà, c'est très bien. Julien nous a mis tellement dans le bain que j'ai déjà plein de questions qui arrivent. Je vais juste essayer de structurer. Toi, aujourd'hui, par rapport à beaucoup de skippers, la différence, c'est que tu es chef d'entreprise. C'est quand même une grosse différence par rapport à d'autres skippers qui sont peut-être, pros, dans le sens où ils vivent de leur course. Comment toi, en tant que chef d'entreprise aujourd'hui, tu arrives à... oser et à vivre cette future belle aventure tout en ayant une entreprise en pleine croissance? Comment tu gères ça? Alors, les skippers aujourd'hui sont des chefs d'entreprise, mais ils sont chefs de leur entreprise, de leur course. Donc c'est déjà, parce qu'aujourd'hui, être skipper, c'est vraiment être chef d'entreprise. Hein. Quand on prend les grandes écuries, enfin même ne serait-ce qu'en classe 40 ou Vendée Globe, ça reste des écuries avec 10, 20, 30 personnes, donc c'est des vrais chefs d'entreprise. La nuance, c'est que là, moi, je le fais en amateur, on va dire éclairé, parce que j'ai un parcours nautique qui est quand même... pas inintéressant, on va pas rougir, mais j'ai effectivement une entreprise qui est dans un autre domaine, qui reste nautique, mais qui est un autre domaine qui n'est pas la route du Rhum. Voilà. Donc comment je fais ? Je fais comme tout le monde, hein. Dès que c'est passionnel, les journées ne font que 24 heures. Alors j'ai la chance ou la malchance d'être un papa séparé, donc j'ai mes enfants une semaine sur 2, donc une semaine je m'occupe d'eux, donc je fais 8 heures, 9 heures, j'arrive au chantier, je repars à 7h30 pour récupérer à 18h, et puis la semaine d'après, c'est 6 heures, minuit, 2 heures, voilà, comme je suis quelqu'un qui dort pas beaucoup, voilà, je trouve des heures là où les autres n'en ont pas, et puis voilà. Mais c'est pour la passion, c'est pour moi, donc quand je bosse pour mon entreprise, je bosse pour moi, quand je bosse pour la route du Rhum, je bosse pour moi, donc je m'éclate. Est-ce que du coup tu arrives, à quel moment tu te... est-ce que tu as eu besoin de recruter pour gérer, tu vois, ton entreprise en ton absence? Est-ce que tu as tellement travaillé en amont que tu peux partir un peu plus l'esprit, sachant que tu es en pleine croissance? Tu vois, comment tu... Pour des chefs d'entreprise qui sont tout le temps la tête dans le guidon, comment tu arrives quand même à t'organiser un minimum? En fait, c'est un peu particulier parce que j'ai pris un Covid pendant 2 ans là, qui a été très très fort, puisque je dois être à moins 70% de chiffre d'affaires quand même. Donc pendant le Covid, plutôt que d'attendre que ça se passe, j'ai planté, et puis là tout tombe en même temps, sinon c'est pas drôle.
Donc là, je sais plus où donner de la tête. C'est pour ça que les minutes sont comptées et je suis en train d'organiser. Là, je suis en train de recruter pour mettre en place. Les grands-parents vont venir s'occuper des enfants. Je suis en train d'embaucher 2 personnes. Enfin voilà, je mets ça en place. Donc je retarde un petit peu ma préparation de la route du Rhum parce que c'est un bateau que je connais par cœur. C'est notre bateau à nous. Donc je suis assez serein aussi par rapport à ça et par rapport à mon expérience. Même si je la fais en amateur, on pourrait limite me mettre en professionnel quand même, vu mon expérience. Donc c'est aussi ça qui me permet de faire un peu le rebond des deux. Par contre, j'ai un copain qui l'a fait en amateur, qui est Biard, sur un autre bateau, qui lui est pareil comme moi, on s'est eu au téléphone encore hier, on est tous les deux déboîtés. Bon, bah, ça nous rassure parce qu'on est quand même là pour faire marcher nos entreprises d'abord. Moi, je sais qu'il y a encore 6 mois, c'était compliqué pour l'avenir. Là, je viens de rentrer du travail sur quasiment 2 ans. Donc voilà, bon, après, on s'arrange comme un chef d'entreprise. Hein, je veux dire, je pense que tu as connu ça. On est devant quelque chose, on y va. Et j'adore le parallèle du chef d'entreprise et du skipper qui fait la route du Rhum. On est vraiment tous en solitaire quand on est dans une boîte. On n'est pas tous au 440 et c'est vrai que quand il y a des emmerdes, on est quand même tout seul. Et ça, on le sait. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, toi, en tant que chef d'entreprise, alors, tu as quand même une grosse expérience de la nav, de la navigation. Qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui t'a poussé à participer à cette route du Rhum ? Tout simplement parce que la route du Rhum est un rêve de gosse. Moi, j'ai connu Paul Vatine parce que je suis pas un Malouin, je suis un Havrais. Donc, j'ai connu Polo quand il faisait partie de mon club. Donc, j'ai commencé à aller sur les bateaux de course grâce à lui. La première chose qu'on m'a donné, c'est un balai et un seau d'eau et puis je nettoyais. J'ai fini à la barre quelques années après. Et puis après, j'ai rencontré d'autres personnes. J'ai fait de la compétition dès mon jeune âge. Après, j'ai arrêté parce qu'à un moment donné, il fallait faire l'entreprise voilà. Donc, j'ai fait mes choix. J'ai divorcé. Et puis, comme je suis un homme de projet, j'ai pas mal de projets en cours dont on parlera après. En fait, je me suis dit que plutôt que de mettre tout sur la table comme ça, et en fait, la route du Rhum est souvent la fin d'un projet. Et nous, on fait l'inverse. En fait, on commence la route du Rhum par l'ouverture du projet. Donc, en fait, je me fais plaisir. Je me fais un méga kiff. Et en plus, ça va servir à mettre en avant toute la suite du projet, qui est un projet sur plusieurs années avec de la création d'emplois dans le bassin malouin. Justement, tu parles de projet. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? En fait, j'ai l'impression que ce projet, c'est un petit peu la raison d'être de ta participation aussi, en plus d'être un rêve de gosse. C'est en fait, t'as ce rêve qui te guide et qui te motive, mais tu le fais aussi pour ce projet. Ah, complètement. Okay. Alors, ce projet, c'est-à-dire qu'on a... c'est par rapport aux enfants, parce qu'en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va laisser à nos gosses ? On va pas se mentir, hein. Moi, ils ont 10 et 12 ans. Alors, on leur offre tout ce qu'on peut, bien évidemment, mais qu'est-ce qu'on va leur laisser ? Et en fait, le monde de la voile, qui est soi-disant un monde très écolo, est un monde qui ne l'est pas du tout. Parce que le composite, et Dieu sait que je connais, hein, j'ai 47 ans, et j'ai construit mon premier bateau, j'avais 14 ans. Donc, j'ai une expertise composite qui est quand même très importante. J'ai été tech support pour l'aéronautique, pour le numéro 1 mondial de la fibre de carbone. Donc, je connais bien sûr, et c'est un sujet qui est tout sauf écolo. Ouais, c'est un sujet un peu tabou, dans le milieu presque. Ouais, ça commence doucement à se dire, qu'est-ce qu'on va faire de nos vieux bateaux ? Mais en fait, on ne sait pas quoi en faire, parce qu'aujourd'hui, le composite, on le broie et il finit dans le bitume pour faire un adjuvant. Donc, c'est quand même pas terrible. Et l'idée, voilà, c'est de mettre des technologies en avant que j'ai développées ou que des amis ont développées, qui vont servir à l'écologie de demain autour du nautisme. Alors, à savoir, moi, j'ai réussi à intégrer de la cellule photovoltaïque dans la stratification. Donc là, ce bateau-là va partir avec une baume solaire, mais on est capable aujourd'hui de faire une coque solaire. Mais comme c'est un bateau de croisière, on n'avait pas envie de reprendre la coque. Voilà, ce sera une étape d'après. Et on a un produit qui s'appelle le Nova Plaque, qui est fabriqué par Novaflor, qui est une société française à Beauvais, donc vraiment français, qui recycle du PVC. Et c'est 100% recyclable. Avec ça, on a refait notre bateau entièrement à l'intérieur. On a tout viré. Et on a mis du composite et ça, ce qui fait qu'on a gagné 1,5 tonne sur 13 tonnes, donc, qui est colossal, donc énorme. 10%. C'était pas le but du jeu, mais vraiment pas le but du jeu. Le but du jeu, c'était de mettre un bateau à nos couleurs plutôt que... Et tout le monde a dit que vous étiez fous. On a acheté un bateau qui était un bateau haut de gamme. On a tout pété dedans. Et en fait, en remplaçant tout, on a gagné 1,5 tonne, ce qui me permet de partir avec la route du Rhum avec le bateau dans l'état. C'est-à-dire que je pars avec le frigo, avec le four micro-ondes, le four. Mais tu seras le seul pour avoir visité. Je pense effectivement être le seul, parce que les autres qui partent avec des bateaux de croisière évitent tout. Désossé. Moi, je laisse tout parce que déjà, j'ai gagné trop de poids. Et en plus, on va laisser le bateau après l'hiver chez nous là-bas. Donc, c'est l'été. Donc, autant avoir tout là-bas plutôt
tout en conteneur. Puis je trouve que c'est rigolo d'être décalé. Et surtout, on oublie que la genèse de la route du Rhum, c'est les bateaux de Monsieur Tout-le-Monde au départ. Ah, tu vois, tu fais bien de me rappeler. Les premiers bateaux de la route du Rhum, en fait, c'est des mecs qui avaient des bateaux qui ont dit, tiens, on va se faire une course. J'exagère, mais c'est à peu près ça. Et puis c'est après qu'on a commencé à se dire, tiens, on va faire des bateaux de course, et puis on avance là-dessus. Donc on revient un peu à la genèse de la route du Rhum, on refait un peu d'histoire, ça nous rappelle des personnes qu'on connaît bien, qui nous suivent de là-haut. Et puis voilà. Et ok, séquence émotion. Ouais, on sait de qui on parle. Ouais. Tu vois, j'avais pas prévu de vivre ce moment-là avec toi, mais effectivement, on va penser fort à lui. Non mais voilà, c'est un peu la genèse de la route du Rhum, et puis l'idée c'est de mettre en avant ça. Donc, et en plus on a fait un dérivé de ce produit-là qui aujourd'hui qu'on va mettre sur le bateau fin août, parce que comme on disait tout à l'heure, le temps c'est juste pas possible. Avant ma qualification que je ferai en septembre, un produit, donc ce produit qui est modifié, qui va nous remplacer l'anti-fouling. Et ça, c'est juste quelque chose d'extraordinaire, parce que aujourd'hui, l'anti-fouling, ça représente 1 litre d'anti-fouling, si ma mémoire est bonne, pollue 1500 mètres cubes d'eau. Et rien que sur mon bateau, j'en ai 40 litres donc, par an. Donc, quand on voit le nombre de bateaux qui existent, c'est juste colossal. Donc voilà, c'est un bateau qui a une vocation de laboratoire, et qui est un laboratoire pour faire du bien dans les années à venir. Voilà. Et le projet s'appelle Éole. Alors, Éole, H-E-O-L. Alors tout le monde se dit, mais tu sais pas écrire, ce qui est pas faux. Mais là, je me suis pas trompé. C'est en pas fait, le dieu du vent. Voilà, c'est soleil en breton. Alors pour un Normand, c'est genre un petit clin d'œil quand même, parce que ici, le chauvisme est quand même fort, bien accroché, bien accroché. Et je trouve ça, c'est en fait soleil en breton, parce que l'innovation que moi j'ai développée, c'est le solaire. Donc c'était petit soleil en breton, éole, et je trouvais très rigolo l'erreur, on va dire, d'oreille, qui fait, oui, le dieu du vent, non, on parle d'un bateau à voile, non, voilà. Donc voilà, le projet s'appelle Éole, et le projet c'est mettre ça en avant, d'abord sur ce bateau-là, après sur un autre bateau de course qu'on a racheté, qui est un ancien bateau de course qu'on va faire revenir à Saint-Malo, après c'est faire de la construction de bateaux neufs, et après c'est de faire de la production de bateaux. Donc l'idée, c'est d'un projet qui pourrait amener une centaine d'emplois sur Saint-Malo dans les 10 à 15 ans. Et ce qui est important peut-être de souligner un petit peu plus, c'est que dans la construction des bateaux, en tout cas que tu imagines, il y a cette notion de matériaux éco-responsables. Complètement. Tout ce qu'on va développer sera au cœur du bateau. C'est-à-dire que le Novaplaque, on est en train d'en faire une 3e version qui remplacera le gel coat. Alors, le gel coat, c'est la partie blanche que tu vois sur les bateaux, souvent blanche ou bleue, qui est un des derniers produits très polluants dans le monde de la voile, mais aussi au niveau de l'application. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui est tissu et résine, on les met à sec. On met ça, ce qu'on appelle sous vide, et après on envoie la résine par le vide. Donc les opérateurs n'ont plus contact avec la résine. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour l'opérateur. Sauf que le gel coat, c'est encore quelque chose qui se met au pistolet, donc dans les solvants et tout. Et là, on pourrait remplacer ça, donc c'est vachement plus solide que le gel coat. On enlève l'anti-fouling et on enlève le gel coat. Donc c'est juste, voilà. Et les bateaux seront faits avec cette technologie-là. C'est ça qui est hyper contradictoire, je trouve, dans le monde de la voile, pourtant qui est un monde qui me fascine. C'est que les démarches, pour en tout cas beaucoup de marins et de skippers, les démarches sont souvent hyper écolo, dans la transmission, dans la pédagogie. On essaie de sensibiliser à la préservation des océans, etc. Quand tu sais comment sont fabriqués les bateaux, il y a ce côté presque un peu... c'est frustrant, tu vois, quand les discussions que j'ai eues avec toi, je me suis dit, il était temps, en fait, d'en arriver à cette... Je vais pas me faire des amis. Je vais me faire plein d'ennemis, mais c'est pas très grave. J'ai le physique pour assumer. On prend le problème à l'envers. Je vais être très clair. Aujourd'hui, on dépense des milliards pour aller enlever ce qui est dans les océans. Alors, c'est pas une connerie, hein. Mais moi, faut aller à la source. Quand ma baignoire déborde, je cherche pas à écoper. Je cherche d'abord à couper l'eau. Donc, voyons déjà dans les pays pauvres et dans nos sujets à nous, comment gérer le plastique. Et parce que dépenser des milliards pour aller chercher le plastique dans les océans, c'est bien, mais comment c'est qu'il y en a des tonnes qui rentrent? Je ne vais pas dire que c'est un coup d'épée dans l'eau, mais presque. Donc c'est bien de parler de l'écologie, c'est bien de faire du média sur l'écologie, mais faisons de l'écologie. C'est pas la même chose. Tu parlais tout à l'heure d'énergie solaire. Est-ce que, alors même si on en a parlé, mais je fais exprès de te reposer la question, est-ce que l'énergie solaire de ta baume suffit à l'autonomie,
encore une fois, on en a parlé tout à l'heure, mais je sais que ça peut intéresser certains. Est-ce que ça suffit à rendre ton voilier autonome? Ou si non, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ton voilier devienne autonome? Alors, clairement, là, sur cette route du Rhum, là, non. Ok. Parce que... Donc, pas d'autonomie. Je ne serai pas en autonomie. Je vais avoir un apport important, mais pas une autonomie. Parce que je laisse le bateau dans sa configuration normale. C'est-à-dire que j'ai un frigo qui tourne, j'ai un four micro-ondes qui tourne. Donc ça, c'est très consommateur. L'ex-Gitana qu'on a racheté, donc c'est un ancien bateau très connu et qui est aujourd'hui un ultime, lui sera entièrement autonome. Parce que là, on ne met que la baume, donc on n'a pas énormément de surface, parce qu'on l'a choisi. Gitana aura, enfin ex-Gitana aura, lui, une surface suffisamment pour être entièrement autonome. Maintenant, je vais être clair, je ne suis pas, à mon avis, capable de fabriquer un bateau de croisière entièrement autonome. Bateau de course, oui, parce qu'on n'est pas très consommateur. On n'a pas de frigo, on n'a pas toutes ces choses qui sont... Ça. On a des pieds automatiques et des radars, mais on a l'habitude de faire de la consommation d'énergie light, enfin de faire très attention parce que voilà, quand on recharge nos batteries, c'est du carburant, donc on a l'habitude de faire attention. Donc un bateau de course autonome, oui, sans aucun problème. Un voilier de Monsieur Tout-le-Monde autonome, non, parce qu'aujourd'hui les bateaux ils ont les clims, ils ont comme les voitures. Maintenant, demain je pars pour un tour du monde perso, je pars pas qu'avec un bateau solaire. Faut pas être. C'est le problème qu'on a dans notre milieu industriel français. C'est pas noir ou blanc, quoi. Voilà, aujourd'hui, les industriels, mais dans tout niveau, moi je fais du solaire, donc il n'y a que le solaire qui compte. Moi je fais de l'hydrolienne, donc il n'y a que. Non. Aujourd'hui, il faut un peu d'hydrolienne, il faut un peu de solaire, il faut un peu de ci, il faut un peu de ça, parce que on voit que la guerre en Russie, qu'à un moment on a du gaz, puis le lendemain on n'en a plus. Ou alors on a pas de la du moutarde, tout au même prix. voilà. Donc il faut être polyvalent à tout niveau. Je pense que c'est ça. Et voilà, moi, je suis tombé par hasard sur le solaire, on va dire. Voilà, maintenant, c'est pas la seule énergie. Et je suis en train de réfléchir à un système de turbine un peu particulier qui sera en complément sur Gitana, comme aussi avec un autre sujet qui s'appelle Aleph, qui est géré par Entre Terre et Mer, c'est particulier parce que faut être ouvert d'esprit, c'est de la physique quantique. Donc c'est une machine qui transforme l'odeur de méthane en hydrogène. Donc voilà, on peut imaginer avoir une source d'hydrogène faite avec l'odeur du méthane des cochons, par exemple, et mettre ça après à bord pour une pile en combustible. Voilà, il y a plein de choses. Le solaire, j'ai beau dire, c'est pas magique, ça fait 140 watts au mètre carré, point la ligne. Voilà. C'est pas compliqué. Donc on fait pas des miracles avec ça, mais on fait des choses. Est-ce que tu dirais que tu parlais du projet Aleph? Je sais pas si c'est un projet ou si c'est déjà... c'est en cours. C'est une machine qui existe. Ok, c'est déjà lancé. Ouais. Est-ce que tu dirais quand même que il y a beaucoup d'inspiration quand même de la nature? Tu parlais de... Ah bah complètement, parce que Aleph, c'est... On est en plein dans le biomimétisme. En étant ouvert d'esprit, on n'a rien inventé. Avec le... En façon, plus ça va, plus on se rend compte qu'aujourd'hui, on massacre l'Amazonie, mais on s'aperçoit qu'on n'a même pas exploité 6 ou 7%, je crois, pour tout ce qui est médicaments. Enfin, voilà. Aujourd'hui, on se rend compte que ce qui nous nourrit tous depuis longtemps, c'est la nature. Bon, les gens s'en rendent compte que maintenant. À force de regarder la télé-réalité, le football, faut pas se... Voilà, c'est comme ça, de toute façon. Mais bon, voilà, il faut qu'on fasse les choses pour demain. Alors, est-ce qu'il est trop tard? Faut pas non plus être alarmiste. Moi, je suis pas partie des gens qui sont extrémistes. Maintenant, voilà, on doit tous faire attention. Maintenant, je suis comme tout le monde. Des fois, ça me fait chier de me lever et de couper ma télé. Je mets la télécommande. Alors oui, ça consomme un peu plus. Oui, oui. Voilà. Mais c'est comme pour tout, je crois qu'il faut se dire, faut déculpabiliser de se dire, voilà, je peux pas être irréprochable sur tout, voilà. Je fais ma part. Moi, je suis pas écolo à 150 000%. Par contre, je développe des choses qui sont écologiques. Donc, je pense que je mets ma pierre à l'édifice. Et oui, j'adore prendre des bains avec de l'eau chaude. On va te dire qu'il faut mieux prendre une douche. Rien à foutre. Voilà. À un moment donné, voilà, faut pas. C'est ce que je reproche un peu dans les positions trop tranchées. Oui, la voiture c'est peu loin. Ouais, mais je vais pas venir à pied tous les jours. Je veux bien être sportif, mais tu vois ce que je veux dire, c'est à raison garder, quoi. Faisons attention, mais à raison garder. Comment tout à l'heure tu parlais de préparation pour le rhum. Tu disais que tu étais un petit peu à la bourre dans ta préparation. Voire complètement. Comment est-ce qu'on se prépare? Alors, bien sûr que tu as cette expérience, cette précédente expérience hyper riche, t'es pas à ta première régate, etc. Mais comment on se prépare à un tel événement? Autant, je parle même pas de l'entreprise, je parle, ça peut être autant ça peut être physiquement, parce que je sais que pour faire naviguer de nuit, il faut aussi entraîner son corps. Alors peut-être que toi, tu dors peu, donc c'est une énorme force.
Moi, clairement, je serais une très mauvaise skipper parce que je pense que je m'en serais déjà endormie à la barre depuis bien longtemps. Mais tu vois, comment t'entraînes ton corps à vivre, c'est quoi, entre 15 et 25 jours à peu près de nave? Ouais, c'est ça. C'est ça? Ouais. 15, ça serait vraiment génial. Ouais, alors là, merci Laura, hyper... je signe de suite. Hyper optimisé le bateau. Mais voilà, comment on se prépare autant et ma question est double. Comment on se prépare soi-même et comment on prépare ses proches? Parce que tu as 2 enfants, toi, comment... Alors, comment on se prépare soi-même? Honnêtement, pour l'instant, j'y ai pas pensé. Alors, physiquement, je m'y prépare depuis un petit moment parce qu'au début, je devais faire cette route du Rhum-là avec le trimaran. Donc, j'avais commencé à me préparer physiquement parce que là, on rigole pas. Et puis, c'est un bateau que tu connaissais pas? C'est des bateaux que je connais et qui sont très, très méchants parce que c'est des bateaux, c'est des anciens Norma. Donc, c'est des bateaux qui faisaient 60 pieds par 60 pieds de large. Aujourd'hui, les ultimes ont dit qu'ils ont des mâts énormes, ils font 35 mètres. Pour des bateaux qui font 100 pieds, on avait 31,50 mètres pour des bateaux qui font 60 pieds. Donc c'était vraiment des monstres, on les a arrêtés parce que ça se cassait la gueule, parce que c'était dangereux. Mais c'est les bateaux les plus exceptionnels sur lesquels j'ai navigué, donc c'est des bateaux dangereux. Donc là, j'avais commencé une préparation physique l'année dernière, parce qu'il était question qu'on rachète ce bateau-là. Bon, ça a trait dans le temps, Covid, etc. Et donc j'avais commencé une prépa physique, donc physiquement, je me sens sans aucun problème. En plus, ce bateau-là, je le connais très bien, donc... on se parle, on se connaît, donc je suis serein. Toi, tu me dis, au fait, ça part demain, bah, je pars demain, alors que sur un bateau comme le Gitana, non, je pars pas demain. Ouais, c'est clair. Psychologiquement, je me suis pas encore posé la question et je pense que je me la poserai qu'à l'arrivée. Je pense que je vais vivre une aventure personnelle, un peu comme ce que tu as vécu en te baladant, parce que je m'étais toujours préparé à faire la route du Rhum en version course. Donc version où tu es sur un bateau prêt à gagner, où tu fais la route du Rhum pour 7, 8, 10 jours. Où tu es dans le mode où je choque ou je gagne. Là, ça va être un mode un peu compliqué parce que tu vas voir partir les autres devant. Tu peux pas les jouer. C'est pas le bateau fait pour jouer. Tu le sais au départ. Donc, c'est un peu comme si tu demandais à Schumacher de prendre une limousine et de voir les autres partir en Formule 1. Alors, je vais pas attention de me dire Schumacher, mais c'est un peu l'idée. Donc, il faut l'accepter. Donc, je pense que ça va être une aventure introspective qui va être monstrueuse. Comment je prépare mes boustiques? Bah écoute, on lui demandera. Je leur explique. Ils naviguent avec moi depuis toujours. J'ai la fierté de les voir commencer à faire de la régate. Donc ça, c'est juste génial. J'ai l'impression qu'ils sont contents et assez fiers. Donc ça, je pense que c'est un vecteur colossal. Je le fais plus que pour moi, je le fais aussi pour eux. Donc ça, c'est juste, ça te pousse comme c'est pas permis. Surtout que c'est des âges où... voilà, c'est plus des bébés, donc ça s'est exprimé, ça fait des choses. Donc, t'es pris au niveau des écoles, on dit, bah oui, parce que vous êtes un skipper, est-ce que, bah bien sûr, donc les enfants vont être au milieu de tout ça. Donc c'est génial. Donc, ouais, mais faut pas non. Enfin, c'est génial, mais faut qu'ils sachent à ta raison garder aussi. Faut pas que ça donne des petits branleurs je suis d'accord. À 2 balles. Ouais, bon, tu vois ce que je veux dire. Enfin, voilà. Donc, mais ça, c'est à moi et à leur maman de cadrer les choses. Et là-dessus, je suis relativement intolérant. Voilà, ils sont plein de choses, mais tout se mérite. Et puis voilà, après, je pense que la préparation, ça fait à l'arrivée. Ouais, je pense que ce sera plus simple. Je vais pas dire avec humour, enfin, je le dis souvent avec humour, mais moi, le 6 novembre, je pars en vacances. J'ai pu avoir de clients. J'ai pu avoir d'enfants, j'ai pu avoir d'ex-femmes. Je pars en vacances, quoi. C'est avec humour, mais voilà, ça représente bien mon état d'esprit. En plus, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de communiquer et de faire partager tout ça. Donc, je vis ça de cette manière-là. Et je trouve que c'est la meilleure des manières, finalement. En tout cas, à mon âge. Comment ça se finance une telle course? Ça se finance en cherchant des partenaires, en levant des fonds. Alors, on a la Fédération de commerce qui nous épaule, qui a payé l'inscription de la route du Rhum et qui porte le projet, qui va voir aussi tous les gens, toutes les entreprises qui sont partenaires. Donc, ça représente entre 1500 et 2000 entreprises quand même. On leur vend des espaces, X mètres carrés de surface, on leur donne des sorties. Enfin, c'est du sponsoring lambda. Relativement facilité quand même en ayant fait ce choix-là, parce que c'est pas des gens qui vont sponsoriser un skipper, ils vont participer au bateau de la Fédération du commerce, donc c'est pas le même chemin intellectuel. Ouais, c'est différent. Et comme le projet il est pas sportif, il est communicatif, il est pas sur un an, il est sur... En fait, le projet il vient d'un constat de départ, d'un mec qui est pas d'ici, qui se dit mais attends, la route du Rhum ici, on fait du business 15 jours avant, 15 jours après. Alors, j'exagère, mais c'est à peu près ça. C'est pas normal. Je trouve ça débile. Il faut que les gens, dont moi, en fassent du business pendant 4 ans. Donc l'idée, c'est ça. C'est de faire vivre Saint-Malo, route du Rhum,
pendant 4 ans. Donc évidemment, quand tu vas voir les entreprises locales qui savent ce que c'est que la route du Rhum, beaucoup plus intéressant, en fait. Ils ont compris ce qu'on voulait faire et effectivement, ils veulent monter à bord. Et ça, c'est juste génial parce que non seulement c'est génial parce que tu te sens fier qu'on croit en ton projet, mais les gens disent mais merci, c'est ce qu'on attendait, quoi. Et qu'est-ce que tu proposes, toi on parlait de financement, mais qu'est-ce que tu proposes, toi est-ce que c'est juste le fait, entre guillemets, d'être, est-ce que je peux dire chapeauté par la fédération ? Oui, c'est représenté par En fait, c'est le projet. Alors, la fédération, je suis secrétaire de la fédération aussi parce que je me suis investi localement, professionnellement, parce que je suis un homme de réseau. Comme toi, tu étais une femme de réseau. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne. En chef d'entreprise, aujourd'hui, on est suffisamment en solitude et je pense que c'est important d'être épaulé. Donc, on gère ça comme le réseau, en fait. Donc, ça nous intéresse, nous, ça les intéresse eux, on partage. Et l'idée, c'est ça, c'est de partager, de faire des visios. Là, on a Aquamalo, on est en train de discuter pour peut-être, ils ont un écran énorme dans la piscine, que le mercredi, quand il y a plein de monde, de faire une visio en ligne, en mer. C'est génial. Faire quelque chose comme ça. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est de faire partager les gens. On a fait une chose que personne n'avait fait encore, ou en tout cas pas que je sache, mais on a organisé un salon avec la Fédération du Commerce, le Bien Vivre au Pays de Saint-Malo. On a amené le bateau, il était open bar. On a fait visiter le bateau, on s'est fait déboîter pendant 3 jours. Les gens étaient fous. Ah, c'est gentil, nous ouvrir. En plus, on était là. Parce qu'ils savaient que c'était un bateau qui allait... Bien sûr, qui allait faire la route du Rhum. Donc, on a ouvert le bateau. Le skipper était là. Skipper entre guillemets, parce que effectivement, pour moi, je suis plus chef d'entreprise, amateur skipper. Mais les gens étaient là, ils avaient plus envie de partir du bateau. Et en fait, c'est rigolo parce que les gens se sont appropriés l'histoire. Sur les réseaux sociaux, ils sont venus nous revoir, ils vont nous suivre parce que voilà, tu visites le bateau. Et en fait, on a fait une espèce de porte ouverte. Et je pense que ça a été... je suis plutôt quelqu'un qui voit les choses positivement. Je m'étais attendu à un succès, mais c'est x10, quoi. Mais je me suis fait avoir, mais comme un débutant. Ça a été x10, x20, c'est colossal. Et ça me donne envie. Alors, je vais voir comment on va le gérer au niveau timing, mais j'ai presque envie de le refaire. Dire, voilà, via la Fédération du Commerce, mettre sur le réseau, tel jour, pendant 2 jours, on est là, visite du bateau, open bar sans rendez-vous, et puis voilà, que les gens... Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. La route du Rhum, c'est impossible de faire ça. Si c'est possible, on l'a fait. Et on le refera. Pendant la route du Rhum ? Non, avant. Oui, d'accord, avant, mais pendant le village, c'est impossible. Pendant le village, on le réserve. Tout est tellement réglementé. Pendant le village, on le réserve, nous, à nos partenaires. Oui, c'est ça. Alors, comme effectivement, nous, le bateau... Du coup, c'est frustrant, je te coupe, mais toi, c'est frustrant si tu le refais avant, tu donnes la possibilité à des particuliers, justement, de s'approprier cette histoire. Complètement. Pendant le village, en fait, c'est que tes partenaires, c'est que tes... Oui, et encore même les partenaires, c'est difficile. Et en fait, il y a un sondage qui a été fait. 75%, c'est colossal en termes de pénétration de gens, des gens qui ont visité le village avaient envie de visiter un bateau. 75%. Rêveraient de... Bien sûr. Et là, on a ouvert ça et je voudrais qu'on le rouvre encore. Et voilà. Mais après, je mets aussi dans la peau des skippers professionnels. Je comprends. Ils ont des partenaires financiers qui veulent des résultats. Bah, tu peux pas tout faire. Tu peux pas vouloir des résultats, ouvrir ton bateau parce que ça prend du temps. C'est énergivore comme c'est pas permis. Oui, mais tu sais, ils sont peut-être pas, et encore une fois, je suis pas là pour fustiger qui que ce soit ou pour... c'est pas du tout le propos et le but de ce podcast, mais peut-être que tout simplement, votre objectif, il est différent. Ah, mais complètement. C'est-à-dire que peut-être que, eux, leur objectif et ce qui les guide dans la vie, c'est je trouve un sponsor, je trouve un partenaire, un ou plusieurs partenaires financiers pour m'aider à réaliser mon rêve. Mais il n'y a peut-être pas forcément de démarche. Tu vois, ils n'ont peut-être pas tous des projets sur... on en parlait tout à l'heure, mais toi, c'est pratiquement un projet sur une dizaine d'années. Ah ben, moi, donc peut-être que juste le... mais moi, je suis un extraterrestre. Vous n'avez pas du tout le même profil, pas du tout les mêmes objectifs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les partenaires qu'on a, là, par exemple, on a les partenaires, c'est Gîtes de France. Génial. Génial, mais parce que on n'est pas là pour faire de la course. C'est-à-dire que Gîtes de France, c'est quoi c'est leur fonds de commerce, c'est des gens qui viennent chez les gens, qui partagent, c'est le partage. Maintenant, je critique pas, encore une fois, comme tu disais, les gens qui font de la course. Je l'ai fait avant. Oui, t'en es revenu, enfin, tout à fait. Je l'ai fait, et ce qu'ils font, c'est ils sont payés pour faire ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez des boîtes comme Bank Pop, leur intérêt, c'est de gagner. Donc, ils demandent aux skippers de gagner. Voilà. Moi, je n'y vais pas pour gagner et mes partenaires ne sont pas là pour gagner parce que de toute façon, on n'a pas les moyens, parce qu'on n'est pas dans ces budgets-là, et puis qu'on n'en a pas l'envie. On n'a pas l'envie. Donc,
c'est pour ça qu'on est à l'écart et qu'on a notre place, une place qui est différente, mais qui, à mon sens, est plus... elle n'est pas plus, mais elle est vraiment différente. Elle est plus à ce que moi, aujourd'hui, je ressens. Tu m'aurais posé ces questions-là quand j'avais 25 ans. Je t'aurais dit que c'était que je voulais avoir Bank Pop et gagner. Voilà, aujourd'hui, on a l'âge de... Parce que l'expérience de la vie, les claques et tout. Moi, j'apprends à mes enfants que c'est parce qu'on se trompe qu'on apprend. Si on se trompe pas, on n'apprend pas. Ça, la vie, elle nous apprend plein de choses. Bon, t'inquiète, on se trompe dans la vie. Hein, maintenant, j'aimerais bien arrêter d'apprendre et vivre. Est-ce que tu connais tes forces? Oui, mais là, ça va être un peu vaniteux. Alors, ma plus grande force, en tout cas de ce qui revient, c'est que je suis inarrêtable. Je suis une force de la nature, alors que ce soit physiquement, mais psychologiquement. Quand j'ai décidé, avant de m'arrêter, c'est compliqué. Des gens comme Jean-Yves, dont on parlait tout à l'heure, m'ont plutôt canalisé plutôt que d'essayer de... Voilà, et en plus, là, je vais être vraiment vaniteux, le chemin que je me donne, en général, est pas le mauvais. Alors, je prends pas forcément le meilleur. Je pense pas que ce soit une question de vanité, je pense que t'es hyper aligné avec ce que tu dois faire avec toi-même. Tu sais que tu as un objectif, tu as envie de faire ce kiff-là et en fait, tu y vas à fond. Tu es peut-être jusque boutiste. T'es peut-être, tu vois, jusque... Je sais pas, moi j'ai été tellement branleur dans ma jeunesse, j'ai fait tout ce qui est... Enfin, j'ai été plus que branleur, on n'en parlera pas trop parce qu'il y a des oreilles chastes, mais qu'aujourd'hui je fais les choses un peu différemment et c'est vrai que je trouve que c'est vaniteux de dire qu'on se trompe pas, mais c'est compliqué de jamais se tromper. Parce qu'à la fin, c'est compliqué de toujours avoir raison, parce que des fois, tu vois le mal aussi, puis tu aimerais bien te tromper en te disant que là, le mur, tu le vois arriver et que tu sais que tu vas te le prendre. Et malheureusement, tu te le prends. Des fois, tu aimerais bien avoir tort. Mais voilà, j'ai cette faculté de voir loin. Ça, c'est vraiment... et c'est la politique qui m'a appris, et puis et des grandes personnes. Et puis de me donner un cap, et surtout, c'est pas parce que je prends une tempête dans la tronche que je change de cap. Aujourd'hui, notre problème de la société, c'est quoi? Depuis 15 ans. C'est que dans les mariages, dans tout, et j'en suis une victime... c'est que dès qu'il y a un problème, tout le monde se barre. Aujourd'hui, dans notre entreprise, ça va pas, je vais pas dire qu'on la ferme, mais presque. Le nombre d'employés qu'on a aujourd'hui, c'est trop dur, je me barre. Non, j'apprends à faire les choses correctement. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, on est dans de la consommation pure, où il n'y a plus de plaisir, il n'y a surtout plus de contraintes, on veut plus de contraintes. Non, moi j'ai des contraintes, j'ai dirigé 300 personnes, j'ai repris le chantier naval de passagère, j'étais une poubelle. Aujourd'hui, je bosse... des dizaines d'heures comme un employé de base. J'ai refusé des postes à 15 ou 20 000 euros par mois. Oui, mais tu vois, tu parles Parce que je me donne à fond dans ce que j'ai décidé et que voilà, c'est des choix de vie. Et puis tu vas jusqu'au bout des choix. Tu te barres pas parce que tu prends une claque dans la tronche. Oui, je pense qu'il y a le fait par rapport aux anciennes générations, où je pense que, en tout cas, notre génération, c'est pas qu'on baisse les bras peut-être plus facilement, mais je crois qu'on est vachement plus en recherche de sens. Aujourd'hui, tu t'éclates dans ce que tu fais, mais parce que, en fait, le fait de travailler sur des matériaux éco-responsables, tout à l'heure, tu t'animais quand tu m'en parlais. Ouais, mais... il y a quand même cette recherche de sens. Je sais pas si c'est une recherche de sens, moi, ça a toujours été mon cas. En fait, quand j'étais salarié, le jour où je me lève et je me dis, putain, faut que j'aille bosser, non, ça c'est juste pas possible chez moi. Donc, tu changes. Et en fait, quand je vois des amis, j'en ai marre de mon travail, mais change. Ah ouais, mais c'est compliqué, j'ai un crédit. Mais rien n'est compliqué dans la vie. On fait des choix. Moi, j'en connais qui sont partis de l'autre bout du monde. Et puis voilà, et puis on fait des choix. Et le tout, c'est d'assumer les choix. Et aujourd'hui, je trouve qu'on n'assume plus les choix. Voilà, tout est... Et c'est ce qui, je pense, génère une différence notable entre nous et plein de gens. Alors oui, je fais plein de choses, mais je me donne les moyens d'eux. Et puis je bosse. Aujourd'hui, je fais pas 35 heures par semaine. Je les fais presque par jour. En tout cas, s'il y avait 35 heures, je te promets que je les ferais. Voilà. Mais on a ce qu'on mérite aussi. Mais c'est la frontière difficile entre ce que tu mérites parce que tu bosses, la jalousie des autres. C'est compliqué. C'est vachement compliqué. On parlait de tes forces, mais est-ce que pour cette route du Rhum, est-ce que tu as des peurs? Alors, peur, oui et non. J'ai une incertitude parce que effectivement, comme on disait tout à l'heure, j'y vais pas en mode course complètement. Et depuis toujours, j'ai toujours été un compétiteur. Pas de haut vol, mais en tout cas, j'ai rarement été faire une course pour pas la gagner. Ça va être limite une première pour moi.
Donc j'ai cette peur de voir les autres partir et pas pouvoir se battre. Mais bon, je vais me battre avec moi à l'intérieur. Donc je pense que c'est ça qui va être vachement intéressant. Mais bon, comme à mon avis, quand on part au bout du monde, on se bat contre soi-même. Ouais, c'est une vraie introspection. Ouais. Et je pense que c'est ce que je vais vivre. Ouais. Et je serais curieux de faire la même chose à l'arrivée. Tu verras que ce sera un super épisode. Et je pense que ça va être... je ressortirai de là 10 fois plus fort pour la suite. C'est-à-dire que je pense que c'est une meilleure chose de ne pas avoir eu Gitana de près là. Je pense que je serai meilleur après. Parce que la vie est comme ça. Et je pense que ça va être important et que... Je pense qu'effectivement, on a des périodes chacun dans sa vie. Je pense que là, c'est mon tour. Et puis... je suis peut-être partie 9 mois, mais tu vois, c'est pas un regret, mais en fait, sur les 9 mois, j'ai beau dire que je suis partie toute seule, en fait, tu rencontres tout le temps des gens, en fait, sur ton chemin. Nous, ça va pas être le cas. Il y a personne au Bordeaux. Exactement. Donc, en fait, ça va vachement être différent. Toi, tu vas vraiment vivre cette aventure pendant, tu vois, entre 17 et 25 jours. T'es tout seul. Alors, donc, en fait, oui et non, aujourd'hui on n'est plus tout seul. Oui, d'accord, mais... Et en plus, moi je vais représenter le pays de Saint-Malo, donc je vais partir avec tous les Malouins derrière moi. Et puis, il faut pas se mentir, la première route du Rhum, les mecs, ils partaient tout seuls. Ils partaient tout seuls. Aujourd'hui, on fait de la vidéo, on fait de l'audio. Je vais avoir mes garçons au téléphone certainement tous les jours, ou presque. C'est plus la réelle solitude des Vendée Globe d'avant. Le premier Vendée Globe, les mecs sont partis... Non, mais respect, hein, franchement. Tu vois, ils sont partis, ils avaient quelques mois de communication, mais... C'était light. Aujourd'hui, si on a un peu d'argent, parce qu'évidemment, c'est le nerf de la guerre, parce que la communication en mer passe par satellite et c'est cher. Mais si tu veux, si tu as de l'argent, moi, je suis en contact avec mes enfants tous les soirs. Alors bon, je voudrais pas démystifier ça, mais quelque part, un peu quand même. Tu vois, oui, c'est seul, sans être complètement seul. Et en plus, on va être 138 skippers, donc on n'est même pas tout seul au milieu de l'eau, toi. Vous avez déjà, je me souviens pas, les précédentes courses, il y avait combien de participants? Parce que j'ai l'impression que vous êtes quand même nombreux cette année. Ah bah là c'est un record. La fois d'avant, ils étaient parce que moi je m'étais inscrit mais j'étais resté sur le quai. J'étais le 124e et ils ont été 123 et de prix. Mais qu'est-ce qui fait que jusqu'au bout, tu parlais de qualif tout à l'heure, mais moi je me souvenais pas du tout de... Alors si, mais parce qu'on peut pas non plus envoyer n'importe qui faire la route du Rhum. Ah oui, mais je pensais que c'était bien en amont, moi, au niveau de l'inscription. Alors on s'inscrit et ils choisissent en fonction de ton historique ou... Non, alors jusqu'à 2018, les premiers inscrits étaient les premiers participants. Quel que soit ton niveau de voile. Tu t'inscrivais et après, tu avais une qualification à faire. Donc là, comme là, j'ai 1200 000 à faire en solitaire. Donc je dois partir avec mon bateau, faire 1200 000. Donc tu préviens l'organisation, tu as un truc qui suit. Et puis tu fais ta course et tu reviens, tu fais 1200 000. Et là, tu as validé. Après, on a des choses obligatoires qui sont des stages de survie, des choses comme ça. Mais il faut faire ces 1200 000 ou alors une course en solitaire. Il y a 2-3 courses qui sont... Avant de partir, qui sont obligatoires. Moi, j'ai pas le temps d'aller faire certaines courses. J'aurais bien aimé, mais j'ai pas le temps. Le bateau est pas complètement prêt. Moi, je suis entreprise à faire tourner. Donc, j'ai pris l'option 1200 000. Donc, maintenant, ça va être normalement vers le 12 juillet. Donc, je pars. J'ai 1200 000 à faire. Donc, je vais monter un peu vers l'Irlande parce qu'on a... et c'est bien maintenant parce qu'ils obligent à avoir quelques conditions de vent. Il faut que tu aies au moins... je crois que c'est 200 000 dans Force 5 au près, parce qu'il y en a qui ont fait des qualifications quand il n'y avait pas de vent dans la pétole, et puis voilà, donc ça crée aussi... c'est pas les mêmes conditions quand tu es en course. Hein. Donc c'est bien qu'ils aient imposé ça, moi je trouve, alors tout le monde te dit ouais, mais moi je trouve que c'est bien parce que voilà, une route du Rhum, ça reste une route du Rhum, c'est du solo, on part au mois de novembre, on passe le golfe de Gascogne, si c'est pour avoir la moitié des skippers qui partent, qui font les beaux sur la ligne de départ et qui s'arrêtent dans les ports Bretagne Sud, mais qu'on fait leur départ de la route du Rhum, ce qui est super intéressant, c'est justement... C'est d'aller au bout, quoi. Ouais. Plus il y a du niveau, plus il y a du... Et l'organisation de course a tout intérêt à ce que les bateaux aillent au bout. Donc ils ont intérêt à ce que les skippers puissent aller au bout. Alors après, on peut tout se casser, c'est un sport mécanique. Mais voilà. Donc c'est bien. Donc moi, ma qualif va être faite à ce moment-là. Donc tu as ça, et puis le bateau doit respecter certaines règles. Par exemple, on doit avoir une cloison étanche à l'avant. Alors moi, le mien l'avait déjà. D'autres sont obligés de les faire. Tu as des stages de survie à faire. Tu as des choses Donc ça, c'est normal, parce que c'est quand même l'Everest des mers. Alors oui, j'en parle de manière très décomplexée, parce que j'ai la chance d'avoir fait pas mal de bateaux et d'avoir navigué sur des bateaux qui sont extrêmement puissants. Mais oui, ça reste quand même une route du Rhum. Ça reste pas rien.
Bon, là, un de tes garçons est avec nous, mais s'il se bouchait les oreilles et s'il n'entendait pas ça, qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui Est-ce que tu as envie de leur laisser un message pour ton retour, ou plutôt dans quelques années quand ils réécouteront peut-être cet échange? Parce que du coup, c'est l'avantage du podcast. Tu disais, moi, j'aimerais bien savoir ce que je vais laisser à mes garçons. L'avantage du podcast, c'est que les mots restent. Là, ce que je leur dirais, c'est pas forcément à mes garçons, je dirais ça à tout le monde. C'est-à-dire que vivez vos rêves. Moi, quand j'avais leur âge, on me rigolait au nez parce que j'allais faire de la course, et puis j'en ai fait. J'en ai fait beaucoup, mine de rien. On m'a expliqué, parce que j'étais à l'école, j'étais un cancre. Officiellement, après, j'ai été décelé au potentiel. Donc, comme quoi, on n'était pas que des cons à l'époque. Voilà, on vit ses rêves, on se donne les moyens. Par contre, ayez des rêves, mais donnez-vous les moyens d'avoir ces rêves. C'est-à-dire pas parce qu'on rêve d'être une starlette ou d'être un joueur de foot. Le pourquoi. C'est se donner les moyens d'eux. Moi, je me suis construit j'ai pris des engagements pour ça. J'aurais pu faire d'autres choses, mais j'ai pris ça. Il y a des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais quand on est persévérant, on y arrive. Maintenant, si on s'arrête à la première, on bûche, comme font beaucoup, voilà, c'est compliqué, ça avance pas. Donc, ayez des rêves et vivez-les à fond, et surtout écoutez pas ce que les autres vous disent. Ouais, en tout cas, vraiment pas tout le monde, quoi. Oui, c'est ça. Après, les bonnes personnes. Ouais, je pense qu'après, au bout d'un moment, on sait qui écouter. Je pense qu'au début, il faut écouter, on se prend des claques, on apprend. Moi, j'ai monté une entreprise, j'avais 25 ans, je me suis fait planter en long, en large et en travers avec cette boîte-là. J'ai appris. J'ai appris à faire confiance de manière différente. Et puis voilà, et puis après, t'apprends parce qu'on te plante, et puis t'apprends parce qu'on te plante pas, et puis après, t'apprends à rencontrer les gens, à savoir que telle personne va être fidèle, et puis c'est du ressenti. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, ayez des passions, lâchons les téléphones où nous-mêmes nous sommes addicts, mais voilà, faisons pas que ça. Moi, mes enfants, ils font du sport en long, en large, en travers. Ils font du téléphone. Ils en font aussi beaucoup, mais ils font de tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand je leur dis on sort faire du bateau, on sort faire de la trottinette, on sort machin, j'ai pas non, je sors pas, je vais faire d'ordinateur. Non, ils posent et ils vont. Par contre, c'est vrai, quand on rentre, ils sautent dessus. Mais c'est un équilibre, c'est comme tout. C'est un équilibre. Donc, ayez des rêves et vivez-les. Là, on arrive bientôt à la fin de cet échange. On est en juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Waouh, 4 mois. 5 mois, ouais. 5 mois. M'enlève pas un mois, quand même, s'il te plaît. Dans ta préparation. Là, dans 5 mois, tu pars. De quoi tu as besoin? Alors aujourd'hui, on est encore en recherche de partenaires. On sait qu'on va partir. Financiers? Ouais, des partenaires financiers ou techniques. C'est vrai qu'on veut toujours avoir une voiture, un camion. Voilà, ça peut être aussi des soutiens comme ça. On cherche des partenaires financiers et puis des partenaires techniques. C'est vrai que c'est pas inintéressant non plus parce que c'est du win-win. Ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'on partage. Donc, c'est pas que de l'argent. Avoir un partenaire qui me file des ronds et qui s'en fout, ça m'intéresse pas. Je cherche des partenaires qui ont envie de s'investir parce qu'ils vivront la course 10 fois plus et je la vivrai 20 fois plus. Voilà, et encore une fois, on a un projet qui est non sportif, qui est participatif. Donc, si les gens montent à bord ce qui m'intéresse, c'est que les gens qui mettent 10 000 balles là se disent, mais putain, c'était génial, ça m'a rapporté 50, quoi. Et qui nous suivent pour la suite. Parce qu'on va les faire rêver et après on les embarque. C'est ça qui m'intéresse. Mais je crois que c'est super important, c'est d'embarquer. J'adore cette notion d'embarquer, mais pour avoir quand même vécu pas mal de routes du Rhum, et pourtant, Dieu seul sait à quel point je suis un petit gabarit. Moi, combien de fois, je crois que c'est pour ça que j'ai arrêté la voile, je dessalais tellement, parce que j'avais pas de force, parce que j'avais pas la technique, parce que j'étais pas sur le bon matos, et qu'à chaque fois, j'ai dit, mais vous voulez pas mettre un binôme? Moi, ce qui m'intéressait, c'est justement de naviguer. À chaque fois, j'étais toute seule sur mon bateau, j'en avais marre d'être dans l'eau, à prendre des baumes, et à pas remonter sur mon bateau, du coup. Mais tu vois, le problème de ce que tu racontes, c'est pas toi le problème. C'est la personne qui t'encadrait qui t'a pas mis ce qu'il fallait. Ouais, et en fait, à l'époque, j'avais atteint un tel niveau de frustration en me disant... que t'as arrêté. Exactement. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai mon petit qui a arrêté l'optimiste à cause de ça. Mon petit qui aujourd'hui fait du foot, parce que à un moment donné, le moniteur ne l'a pas vu, il a été dans les cailloux au niveau de la piscine, à mon secours, et il ne veut plus monter sur un opto. Il ne veut plus. Et tu vois, et du coup...
avec ces petites, ces mauvaises anecdotes. J'ai pas fait les bonnes courses, j'étais pas sur les bons bateaux. Enfin, et c'est la faute de personne. Hein. Je devais vivre tout ce que j'ai vécu, et au contraire. C'est ça. Je pense qu'en voile, j'ai vécu plus de casseroles finalement que de beaux moments. Mais à chaque route du Rhum, je crois que chaque route du Rhum me réconciliait. En fait, tu vois, moi, j'avais mes yeux presque... Bon, aujourd'hui, à 37 ans, je suis une femme. Mais je gardais ces yeux, tu vois, de petite fille. Mais devant une route du Rhum, devant un départ de route du Rhum, je pense qu'on a tous des yeux d'enfant. Ah, ouais. Tu vois, pour moi, c'est les départs, Il y a toujours des couleurs pas possibles au départ de la route du Rhum. Toutes les équipes qui sont derrière. Moi, je suis autant émue pour le skipper qui s'en va que pour les équipes qui sont à fond derrière. Moi, limite, à chaque route du Rhum, j'avais toujours un petit favori. J'espère ça sera moi. Bah oui, la question ne se pose pas. Mais je serai sûrement à côté de Louis, et puis non, lui sera peut-être. Mais tu viendras parce que moi je pense que je pleurais aussi. Mais tu vois, il y a tellement d'émotions dans. Tu vois, c'est pas juste de le vivre, de vivre une route du Rhum, c'est le. J'ai toujours essayé de m'identifier à un skipper et à une histoire. Et en fait, c'est pour ça qu'à chaque fois, je me suis dit non, en fait, cette année, j'ai envie de le suivre lui, parce que j'ai été sensible à son histoire, à son... c'est exactement ce qu'on veut faire vivre à tout le monde. Et bien, justement, c'est pour ça aussi que je voulais te faire passer sur le podcast, pour que tu puisses aussi nous embarquer et nous donner envie de vivre. Et moi, je pense que la chose la plus dure que je vais avoir à gérer, ça va être l'émotion. Parce que c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude. Et c'est quelque chose que j'écoute depuis pas très longtemps. Parce qu'on travaille tous sur soi. En tout cas, moi, je le fais, et j'invite tout le monde à le faire, parce que même si c'est compliqué, finalement, c'est un bien-être colossal. Je pense que ce qui va être compliqué, c'est l'émotion, parce que comme je vais être suivi par plein de gens, je crois que cette avancée-là, je vais la prendre en pleine tronche. Et que tout seul, ça va être compliqué. Mais ça va être bon. Mais ça va être génial. Ouais. Ah ouais, ça va être top. Merci Julien pour ton temps. Merci. Et puis je pense qu'on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cet épisode, mais pas avec Julien. Avec la génération d'après. Merci Julien pour ton temps. Alors, on va poursuivre cette petite discussion, et j'avais super envie de te faire passer, Louis, au micro. Je sais que c'est un premier exercice pour toi. Déjà, comment tu vas aujourd'hui ? Moi, je vais bien. Ok. Est-ce que tu peux nous donner ton âge, Louis ? J'ai 12 ans. Ok. T'as été là pendant la discussion qu'on a eue avec ton papa. Je t'ai vu super attentif. Comment tu vis, toi, en tant que... Alors, tu n'es plus un petit garçon, mais en tant que garçon, comment tu vis l'aventure dans laquelle va se lancer ton papa dans la route du Rhum ? Comment tu le vis, tout ça ? Je vis bien. Après, ça va être une première pour papa. Et pour toi ? Et pour moi aussi. Ouais. Est-ce que ça te donne des envies, des rêves ? Est-ce que tu as des peurs ? Tu vois, dans quel état d'esprit t'es avec ça me donne envie de faire la route du Rhum. Mais avec papa, sauf que c'est en solitaire. C'est tout seul. Mais sinon, j'aurais bien aimé la faire avec papa. Est-ce que tu as envie, alors je connais pas trop, mais il y a forcément des courses qui se font à deux. Alors, je reprends juste la main de 2 petites secondes. Ils m'ont fait une blague il y a quelques années, les 2 garçons. Louis avait dit qu'il voulait faire la Transat Jacques Vabre avec papa. Génial. Que 2 ans après, il ferait la Transat Jacques Vabre avec son frère. Et que 3 ans, que la fois d'après encore, il virait papa et il faisait la truc ensemble. Donc, le projet était déjà un peu... Donc oui, maintenant, ce sont des projets d'enfants. Effectivement, c'est pas la route du Rhum. Alors, il y a plein de courses en double. Et j'espère, pouvoir partager ça avec. Ça serait juste... Alors là, c'est l'apothéose. Magique. Je vous laisse la place. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'un de tes rêves, dans un premier temps, avant d'un jour faire peut-être une course en solitaire, est-ce que un de tes rêves ou un de tes objectifs serait peut-être de faire un jour une course en double avec ton père ? Oui. Tout à l'heure, on parlait un petit peu avant d'enregistrer. Est-ce que tu t'es mis à la voile ? Oui, j'ai fait de l'optimiste. J'ai commencé en 6e et maintenant j'ai fait du kata. Ça fait un mois que j'ai commencé et c'est très bien. Ça te plaît ? Oui, ça me plaît. Du coup, qu'est-ce qui te plaît, toi, dans la voile aujourd'hui ? C'est le fait que j'ai peur de plein de choses et que du coup, la voile, ça me recadre un peu. En gros, quand t'es sur l'eau, est-ce que toutes tes peurs, elles disparaissent ? Oui. Ouais. Tu penses à autre chose ?
Bah, tu vois, pour le coup, faudra qu'un jour qu'on navigue ensemble parce que alors moi la voile, j'ai du coup avec toutes les casseroles que j'ai pu avoir, moi je commence à avoir un peu peur de l'eau. Donc on va naviguer. Je viendrai naviguer avec vous comme ça, je me sentirai pleinement en sécurité. On va faire une thérapie. Ouais. Mais oui, Louis il a commencé la voile, mais ce qu'il n'ose pas dire, et puis je pense que c'est aussi l'âge, il a commencé la compétition surtout. C'est génial. La voile, il en fait depuis très longtemps parce qu'ils ont navigué avec leur maman sur le bateau qui a fait la route du Rhum, limite dans des couffins. Enfin, pas en couffin, mais presque. Donc voilà, maintenant il a commencé la voile depuis 2 ans, fait un peu de régate en optimiste. Alors pour un papa qui a fait beaucoup de régate, je t'explique pas le niveau de fierté que c'est pour moi. Et là, effectivement, il commence à prendre la suite, il passe en kata, barreur. En fait, c'est marrant parce qu'il fait exactement le schéma que j'ai fait et ça me rebalance X années en arrière. Tu vas voir quand ça va t'arriver, c'est juste monstrueux en termes d'émotion. Oh bah, moi j'ai un peu le temps, mais il a bientôt 2 ans. Oh, ça va vite, hein. Ouais. Je te promets. Je vais te l'envoyer en stage en fait. Ouais, c'est lui qui m'emmènera me balader. Je me disais que j'avais le temps et puis dans pas longtemps il va me piquer ma bagnole, tu vois. Donc, et tes bateaux. Le bateau s'en fout, il a déjà les siens. Mais non, profite, ça va très 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 vite. Mais c'est génial. Et du coup, qu'est-ce que... Parce que je sais qu'on a toujours le choix de faire de la compète ou pas. Est-ce que tu as décidé de faire de la compète ? Oui. Ok. Qu'est-ce qui t'attire dans la compète ? Bah, c'est le fait de m'amuser. Tu t'amuses en compète ? C'est pas juste de gagner, c'est le fait de m'amuser. Donc ça veut dire de participer. Ok. Donc tu arrives, malgré... on va dire, il y a un classement dans chaque compète. Oui. Tu arrives quand même à trouver du plaisir. Même si j'arrive dernier, je prends ça bien. C'est super cet état d'esprit. Je me suis amusée. Ok. Est-ce que... Si quelqu'un voyait les coulisses de cet enregistrement, on a tous les larmes aux yeux. On va se faire sponsoriser par Kleenex. Je crois qu'il faudrait que je fasse une photo parce qu'entre la séquence émotion, là je regarde Louis et du coup on est émus tous les deux. Julien, enfin bref, c'est un très très beau moment nouveau aussi, certes pour moi. Ça veut dire que toi dans tes... Est-ce qu'aujourd'hui... Quand tu disais j'ai des peurs aussi et quand je suis sur l'eau, je les oublie tous. Est-ce que tu arrives, on va dire dans ta vie de tous les jours, quand tu as des peurs, de retrouver cet état d'esprit positif ou est-ce qu'il y a vraiment que sur l'eau ? Non, des fois ça m'arrive de le retrouver, mais la plupart du temps c'est sur l'eau. Ok. Et du coup, l'eau aujourd'hui, est-ce que tu as un rêve ? On parlait tout à l'heure d'objectifs, de faire une course en double avec ton papa. Est-ce que tu as un rêve aujourd'hui ? Est-ce que tu as envie t'as un rêve de métier ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te passionne plus que... En métier, je ne sais pas trop, mais mon rêve, ça serait quand même de faire une course avec papa. Est-ce que skipper pourrait être un rêve ? Oui. Ok. Ça, c'est un rêve qui est très nouveau pour toi ou tu le savais un petit peu depuis Non, ça fait un petit moment que je voulais l'être. Quand j'ai commencé la voile, je me suis dit que ça pourrait être bien d'être skipper, comme papa, et que ça pourrait m'obliger à faire de la voile, quoi. Pas forcément obliger, mais me passionner à la voile. M'intéresser plus, et puis continuer après. Est-ce que tu as compris le projet de ton papa sur toutes ces 10 prochaines années ? Quand il te parle de matériaux éco-responsables, est-ce que tu as compris ? Est-ce que tu comprends aussi tout l'intérêt écologique qu'il y a derrière ? Alors pas tout l'intérêt écologique, mais je comprends certaines choses. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, tu comprends que, par exemple, tous les matériaux, pendant des années, n'étaient peut-être pas très écolos ? Est-ce que le fait que ton papa ait envie, justement, de travailler avec ces matériaux éco-responsables, est-ce que tu trouves ça bien ? Est-ce que ça te parle ? Est-ce que le monde dans lequel on vit, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais aussi changer dans ce monde ? Oui. Genre quoi ? Je sais pas trop, mais j'aimerais changer quelque chose. Plus de quelque chose par rapport au plastique, à plus de forêt, plus de... Si tu avais un rêve, là, une baguette magique, tu faisais ça et qu'est-ce qui changerait autour de toi ? La pollution. Parce que la pollution, ça détruit tout le monde aquatique et plein de choses. Donc il y a quand même une grande sensibilité chez toi pour la préservation de l'environnement.
Ok. Est-ce que tu as envie de partager toute cette aventure avec tes copains dans ton école? Est-ce qu'il y a quelque chose... Est-ce que tu as l'occasion? Avec certains copains, oui, mais avec d'autres, non. Ok. Est-ce que c'est parce qu'ils sont pas intéressés par la voile ou... Il y en a qui sont intéressés par la voile, d'autres non. Vous savez qu'il y a 2 de mes meilleurs amis qui sont passionnés à la voile. Ah, tu fais de la voile avec eux ou pas? Non, Ok. mais eux, il y en a un qui fait du bateau à moteur. Il y a un autre qui a un bateau à moteur aussi, donc ils font un peu... Ils sont sur l'eau de temps en temps, comme moi. Oh, mais toi, t'es sur un Un voilier. Ouais, t'as pas de Mais c'est moteur. pas la même chose. Si tu devais dire, alors je sais qu'ils nous écoutent parce que nous sommes dans la même pièce, mais si tu devais dire un message à ton papa ou laisser un message à ton papa par rapport à cette nouvelle aventure, ça serait quoi? Alors, je sais pas trop, Parle avec ton cœur, c'est le plus important. mais je lui dirais que ça pourrait être une bonne aventure qui se lance là-dedans. Est-ce que t'es fière? Très fière. Merci Louis. Il y a beaucoup d'émotions dans cette pièce et je crois que voilà, on est tous d'accord avec Louis pour être hyper fiers de Julien. Et puis on se donne rendez-vous au départ. Au départ, je compte sur toi pour être à côté de moi, je te passerai le micro, tu me raconteras tout ce que tu veux me raconter ou pas au micro, et puis on se donne rendez-vous dans quelques mois. Ça va être l'envoyé spécial pour les enfants. Ouais, carrément. Voilà. Ça va être Ouais, tu vas t'éclater, lui. Merci à tous les deux. Merci. Merci.